Donc, on va passer à la deuxième étape. Très bien, on augmente la dose un deuxième jour. Donc, test de freinage faible. Donc, on va utiliser dexaméthasone à 2 mg durant 12 jours. Donc, maintenant, on va éliminer l'hypercorticisme. Donc, l'hypercorticisme modéré, le test de freinage, il est plus important que l'état d'hypercorticisme. Ça veut dire qu'on va bloquer la situation d'hypercorticisme. Donc, le sujet qui présente un hypercorticisme modéré, donc, il va rejoindre, il va se comporter comme un patient normal. Mais ce n'est pas normal parce que déjà, il a des taux d'hypercortisolémie. Donc, hypercorticisme modéré, donc Y inférieur à X. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? La maladie de Cushing, voilà, tumeur. Donc, dans ce cas, on ne peut pas différencier entre les deux cas. On ne peut pas dire, donc si le sujet présente Y inférieur à X, d'emblée, on peut dire qu'il s'agit d'un hypercorticisme modéré. Mais s'il n'y a pas, donc toujours Y est égal à X, donc à ce moment-là, on dit soit un syndrome de Cushing, soit un syndrome tumoral. Donc, on passe au test de freinage fort, donc qui utilise 2 mg 3 jours. Donc, dans ce cas, il ne reste que 2. Donc, la maladie de Cushing, donc, on peut pallier, on peut avoir un freinage, mais un syndrome tumoral, donc, il reste toujours élevé. Donc, vous voyez, ça veut dire, en fonction du freinage, on peut stratifier le degré. Bien sûr, pour les tumeurs surrénaliennes, d'emblée, on peut ne pas arriver à ce stade parce qu'on utilise l'exploration radiologique et bien sûr, on peut mettre en évidence une tumeur surrénalienne. Très bien. Maintenant, pour l'exploration de l'axe ou bien de la fonction ou bien du métabolisme la fonction minéralo-corticoïde. Donc, l'exploration statique, donc les électrolytes. Et les électrolytes, on va rejoindre le premier cours d'équilibre hydroélectrolytique, exploration de l'équilibre hydroélectrolytique, donc on peut faire le dosage de sodium, potassium, l'équilibre acido-basique, et bien sûr, il ne faut pas oublier le test de base pour l'équilibre hydroélectrolytique, lequel? Très bien, l'hématocrite, la volémie. Donc, dans l'NFS, on aura une idée sur l'hématocrite. Donc, un hématocrite élevé reflète très bien, une déshydratation. Un hématocrite bas, ça veut dire la partie jaune du plasma, du sérum, il est élevé, donc ça veut dire une hypervolémie. Très bien. Donc, vous avez dans les urines, la nature, ça c'est le cours, le rappel du cours je dirais, de l'exploration des électrolytes. Vous avez dans l'insuffisance en aldostérone, donc puisque l'aldostérone, son rôle c'est bien sûr au niveau vasculaire, au niveau rénal, la réabsorption de sodium et l'excrétion de H+ et de K+. Donc, le contraire, en insuffisance, il va se passer le contraire. Donc, on va avoir une baisse, une hyponatrémie et une hypercalémie. Une tendance vers l'hyponatrémie, une hypercalémie et une hémoconcentration. Donc, l'hématocrite sera diminuée. Donc, dans le cas de l'hypersécrétion des minéralocorticoïdes, donc c'est le contraire. C'est le contraire, donc le Na élevé, le potassium bas et avec éventuellement une alcalose. Donc, et bien sûr ici, qui dit perturbation de la kaliémie, donc perturbation de l'ECG. Il faut explorer l'ECG, il faut explorer la fonction cardiaque. Donc, on peut faire subir le patient à un régime normosodé et on fait des techniques immunochimiques, toujours pour le dosage de l'aldostérone et ses métabolites ou bien ses variantes. Donc au niveau sanguin, le dosage de l'aldostérone, on doit respecter le cycle circadien et une particularité, c'est
de maintenir le patient en position en décubitus dorsal strict. Donc, ça veut dire en position décubitus dorsal allongé. Pourquoi? Voilà, pour éliminer le facteur pression orthostatique. Donc, pour éliminer les autres facteurs, parce que l'aldostérone, c'est très sensible à la pression orthostatique, et pour éliminer les autres facteurs, donc, rien que l'exploration, et on laisse l'exploration je dirais, de l'aldostérone. Donc, au moins 1 heure. Parce que vous voyez, si le sujet se présente en position debout, vous voyez des valeurs normales. Hein, on parle ici de valeurs normales, un sujet normal. On peut avoir une multiplication par 3 des valeurs de l'aldostérone. Donc vraiment, des valeurs erronées, des faux dosages. Donc ça, c'est une particularité du dosage de l'aldostérone. Donc, position allongée pour éliminer le facteur pression orthostatique. Voilà. Donc, il est indispensable avec l'aldostérone pour une meilleure interprétation, et on peut faire les différentes situations pour l'interprétation. Lorsque vous avez une rénine basse, l'aldostérone élevé, donc c'est un hyperaldostéronisme primaire. Parce que la rénine basse, ça vient pas de la rénine, parce que vous avez la rénine déjà basse. Ça veut dire, pourquoi la rénine elle est basse? Donc il y a l'effet feedback. Ça veut dire, au niveau surrénalien, donc il y a une augmentation ou bien un hyperaldostéronisme primaire. Donc la rénine élevée, aldostérone élevé. Donc l'origine, c'est secondaire. Ce n'est pas d'origine surrénalienne. Donc la rénine élevée, aldostérone basse. Donc ça veut dire que... Pardon? Oui, parce qu'il ne répond pas à l'action de la rénine. Très bien. Donc l'hypoaldostéronisme primaire, l'insuffisance surrénalienne. Et dans le cas où la rénine basse avec l'aldostérone basse, donc c'est un hypoaldostéronisme secondaire. C'est un jeu, donc facile à comprendre le raisonnement, mais c'est très rare. Très bien. Pour l'exploration dynamique, donc on peut pratiquer des tests de stimulation. Donc vous voyez, l'orthostatisme, c'est déjà un facteur déclenchant, si vous voulez, je dirais, ou bien perturbateur je dirais, de la sécrétion de l'aldostérone. Donc, dosage de la rénine plasmatique et de l'aldostérone avant et après le passage de la position couchée à la position debout. Et c'est un test qui a été pratiqué pour explorer évidemment donc certaines situations de fatigabilité, de vertige, d'hypotonie, etc., suite à l'orthostatisme. Donc dosage de la rénine plasmatique et de l'aldostérone avant et après le passage de la position couchée à la position debout. Donc l'intérêt, c'est juger de l'adaptation de la surrénale à son système de commande. Ça veut dire, parce qu'ici, il y a pour le système de commande, pour la pression orthostatique, on est en position couchée d'un coup, on se trouve dans une position debout. Il va falloir qu'il y ait un contrôle local, autonome. Donc ça, c'est important. Donc surtout la pression orthostatique, ce n'est pas l'axe, c'est surtout un contrôle autonome, parce que c'est très rapide. Hein, et il doit être tout le temps, dans une fraction de seconde, on passe d'une position à une autre et on doit multiplier la sécrétion, je dirais, les valeurs de l'aldostérone jusqu'à 3 fois au plus. Donc pour évidemment explorer cette sécrétion, cette capacité du corps à assurer une régulation autonome, rapide, très rapide, en fonction de la situation, je dirais, de la posture du patient, hein,
ou bien du sujet. Donc, si vous avez une absence d'élévation de l'arénée plasmatique, donc c'est un hyperaldostéronisme primaire. L'aldostérone, le dosage de l'aldostérone, donc il va nous ajouter une valeur du diagnostic différentiel. Donc, dans le cas de l'augmentation hyperplasie, lorsqu'il est normal, ou bien il n'y a pas d'élévation, donc c'est l'adénome de Kohn. Situation moins, si vous voulez, du point de vue sécrétion, moins importante que les situations timorales. Donc, les autres tests qu'on peut pratiquer, stimulation par la CTH. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit que la particularité de l'axe corticotrope, c'est qu'il y a une interférence. Ça veut dire que la CTH, ce n'est pas uniquement le corticoïde, le cortisol, mais c'est les autres métabolites ou bien les autres hormones stéroïdes. Donc, stimulation par un régime sans sel, 5 jours. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pourquoi le régime sans sel? Très bien, parce qu'on va appauvrir le sang, la circulation en NaNA, en sodium, donc un sujet normal, on doit avoir une élévation, une hyponatrémie. Donc l'effet secondaire, c'est hyperaldostéronisme secondaire à l'hyponatrémie. Donc, ou bien on peut donner les diurétiques. Donc les diurétiques, pourquoi les diurétiques dans ce cas? Quel est l'intérêt? Oui, mais comment? Diurétique. La volémie, en premier lieu. Donc la diurèse, augmenter la diurèse, donc la décharge hydrique. Et bien sûr, c'est le volet. Vous voyez l'hypertension artérielle? Donc la formule de la pression artérielle qui fait intervenir la pression, la volémie, la résistance au capillaire, etc., la fréquence cardiaque. Donc, dans cette pression, même les médicaments, il y a des médicaments qui agissent sur la volémie, il y a des médicaments qui agissent sur la rétention hydrosodée. Donc, il y a des médicaments qui agissent sur la tonicité cardiaque, il y a des médicaments sur la fréquence cardiaque, etc. La résistance capillaire, la vasoconstriction, la vasodilatation. Donc, évidemment, pour les diurétiques, ils agissent sur la volémie. Donc, pour maintenant les tests de freinage, donc vous avez le test de perfusion salée, donc c'est le contraire du régime salé. Donc à ce moment-là, on doit s'attendre à une hypoaldostéronémie. Donc dosage de l'aldostéronémie avant X et après Y, une perfusion de 2 litres de sérum salé isotonique en 4 heures, donc on peut avoir une hypervolémie. Donc c'est un sujet normal, donc Y, donc une baisse de l'aldostéronémie, un sujet qui souffre d'un hyperaldostéronisme, donc Y est égal à X, il reste élevé. Le test à la captopril. Donc la captopril, c'est un médicament antihypertenseur dont le mode d'action, c'est l'inhibition de l'enzyme de conversion. Donc, le captopril diminue la synthèse de l'aldostérone et stimule l'activité de rénine plasmatique. Donc, de même, c'est la même interprétation que la perfusion salée. Très bien. Maintenant, exploration des androgènes surrénaliens chez la femme. Donc, qui dit exploration des androgènes surrénaliens dont le chef de file c'est la testostérone. Donc, comme j'ai dit, c'est l'hyperandrogénisme, c'est l'imprégnation androgénique chez la femme. Ou bien, apparition de quelques, caractères qui rappellent les caractères masculins. Donc, lorsqu'on va cliniquement ça, donc, il faut explorer l'hyperandrogénisme, à savoir la forme de réserve ou tout court la testostérone. Parce que le SDHOA, la forme sulfatée, c'est la forme de réserve de la testostérone. Donc,
Vous voyez l'intérêt? Là, le DHEA sulfaté constitue, c'est intéressant parce qu'il y a des variations. Il y a forme de réserve, je connais mieux forme de réserve des androgènes, forme de réserve et précurseur des androgènes. Donc, ça veut dire que pour qu'on soit, forme de réserve et précurseur des androgènes, donc très concentré, et donc facile à dosser. Qu'est-ce qu'il y a ?